Bonsoir à tous, chères auditrices, chers auditeurs, chers tous. Nous sommes le 27 février 2024. C'est la fête nationale du Japon et du coup, on est au rendez-vous, comme toujours depuis 4 ans maintenant, pour un nouveau spécial Japon. Les Japon spéciaux d'avant, je vous invite à aller les écouter. Il y avait des intervenants qui étaient vraiment très intéressants. On parlait manga, on parlait folklore, on parlait histoire, géographie, société, bref. Il faut y aller. Et une fois n'est pas coutume, on change un peu d'intervenant et aujourd'hui on a Manon et Franck avec nous. J'espère que vous allez bien tous les deux. Est-ce que c'est le cas ? Oui, très bien, et toi ? Eh ben écoutez, moi ça va super bien. Si je le dis encore une fois, on pourrait presque le croire. Tout le monde est sur le fil, des Brestillons. C'est ça. Dites-nous dans les commentaires comment vous vous sentez pendant que vous écoutez cet épisode, c'est vraiment important. Bref, autre chose qui est réellement important, c'est la guerre, et je crois que Franck, tu souhaites nous en parler. Parler de guerre, effectivement, mais aussi de paix. Et de Tolstoï, pardon. Et rien à voir avec Tolstoï. Les pas japonais. Mais pour citer un autre auteur qui n'est pas japonais non plus, savoir faire la guerre, c'est bien, mais gagner la paix, c'est mieux. C'est pas de moi, évidemment, c'est de Jaworski, si je me trompe pas. Ah, mais c'est dans Gagner la guerre. C'est ça. Début de Gagner la guerre, lisez ce livre. Il est très bien. Rien à voir. Oui. Bref. La Seconde Guerre mondiale, je pense que si je vous demande les dates, pour vous les dates de la Seconde Guerre mondiale, c'est quoi ? Début et fin. Moi, je vais laisser Manon répondre parce que nous, on a un super hors-série sur la guerre du Pacifique que vous avez sans doute écouté, auquel Manon n'a pas participé, donc je vais te laisser répondre. Alors déjà, je suis une merde sur cette période-là et une merde en histoire aussi, et avec les dates. Mais je dirais que pour moi, c'est quand même assez long. Je dirais entre 37, 38 et 40. J'imagine qu'il y a des retombées jusqu'à genre 45. J'ai de la merde ou pas ? En fait, ça dépend comment tu te places en fait. Mais voilà. En Europe, en France en tout cas, on considère la Seconde Guerre mondiale comme étant un conflit qui va de 1939 à 1945, puisque pour nous, le conflit débute avec l'invasion de la Pologne par l'Allemagne nazie et se termine lors de la reddition du Japon. Tout à fait. Il y a un pays pour lequel ça ne démarre pas en 1939, c'est la Chine. La Chine est envahie par le Japon en 1937, donc presque 2 ans, bien 2 ans d'ailleurs, avant le début de la guerre en Europe. Et ça va être l'un des fronts les plus meurtriers du conflit. Ce sont des dizaines de millions de morts qui vont s'enchaîner. On parle au total, juste le conflit entre la Chine et le Japon, on parle entre 15 et 22 millions de morts. Donc quand on fait les comparaisons avec le front de l'Ouest, on n'est pas tout à fait sur les mêmes ordres de grandeur déjà. Non, c'est clair. Donc, conflit a un aspect déjà dans les mentalités, dans la mémoire collective en Asie qui est pas du tout le même que celui qu'on peut avoir en France, où on a eu tout un mythe qui s'est développé en Chine, que ce soit d'ailleurs chez les communistes ou chez les nationalistes, de la survie à tout prix, du combat jusqu'au bout contre l'envahisseur japonais. Et parfois, ça occulte un peu les tentatives de paix et parfois aussi les collaborations qu'il y a pu avoir, même de manière très temporaire, entre certains acteurs du conflit, parfois en opposition, et parfois les oppositions entre des individus censés être alliés dans le conflit, notamment entre les communistes et les nationalistes, qui, comme on va le voir, sont pas toujours bien entendus, alors même qu'ils avaient un ennemi commun. Pour faire simple, pour rappeler un petit peu peut-être aux auditeurs qui savent pas trop de quoi on parle, le Japon est devenu, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, une puissance impériale. Le Japon bat notamment la Russie en 1905, notamment suite à la bataille de Tsushima. C'est le premier empire non-européen à gagner face à un Européen. Forcément, tout de suite, ça leur donne un statut. Ouais. Et par la suite, le Japon va tout faire pour défendre et augmenter ce statut impérial par rapport aux Européens et à leurs empires respectifs. Du coup, le Japon va commencer à regarder les territoires autour de chez lui qu'il pourrait coloniser ou qu'il pourrait passer sous son contrôle, que ce soit direct ou indirect. Au début, c'est assez évident. La Corée notamment, qui était en partie l'enjeu du conflit contre les Russes,
est conquise en plusieurs étapes, d'abord en battant la Chine et ensuite en battant la Russie. Et petit à petit, elle va être de plus en plus intégrée dans l'empire japonais. Alors je dis intégrée, hein, les Coréens ne sont pas considérés comme des citoyens japonais, hein, ils n'ont pas le droit de vote, rien du tout. C'est un empire, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais les Japonais vont tenter de mettre sur leur empire un vernis qu'on pourrait qualifier de pan-asiatique. C'est-à-dire que l'idée est de montrer qu'ils sont là pour lutter contre les Européens, contre l'envahisseur, en libérant les peuples locaux et au passage en leur expliquant comment faire, et si possible en exploitant leur économie au passage, parce que quand même faut pas déconner, rien n'est gratuit. On est sur une puissance qui, à ce moment-là, cherche à démontrer ses capacités. La Première Guerre mondiale se passe dans le camp de l'entente. On oublie aussi souvent que la Chine et le Japon sont tous les deux membres de l'entente contre les puissances centrales. La différence entre les deux, c'est que la Chine, à ce moment-là, est extrêmement divisée entre tout un tas de seigneurs de guerre. Elle a une représentation diplomatique qui est quasi inexistante et surtout particulièrement inécoutée. Le Japon, quant à lui, va réussir à s'emparer de quelques territoires pacifiques de l'Allemagne, même au détriment d'ailleurs de la Chine. Et à partir de ce moment-là, va se développer au Japon de plus en plus une pensée militariste. Alors cette pensée, elle vient pas de nulle part, elle est en partie liée au fait qu'à la fin de la Première Guerre mondiale, les Américains notamment vont refuser, et aussi les autres puissances, pas que les Américains, mais notamment en partie les Américains vont refuser un morceau de texte que les Japonais souhaitent faire intégrer au traité de paix qui revendique l'égalité de toutes les races humaines. Oh. Parce qu'à l'époque, on parle de race encore. On n'est pas. D'ailleurs, certains pays l'évoquent toujours, mais c'est trop le sujet ici. Et pour faire simple, les Japonais se prennent une douche froide. Les Américains leur expliquant gentiment que non. On rappelle qu'on est au début du XXe siècle aux États-Unis. Hein. Le président Wilson, qui est le président qui est présent à la signature du traité de paix, a invité le Ku Klux Klan à diffuser un film à la Maison Blanche. Ok, ouais. C'est pas une blague. Hein. Allez regarder le background du président Wilson. On est très très loin de l'idéaliste sympathique. Mais comme on se concentre ici sur le Japon, on va surtout s'intéresser à la suite de son histoire. Le Japon, du coup, est quand même assez frustré par ce refus. Et ils vont quand même se rendre compte aussi très rapidement que dans leur expansion impériale, dans le jeu de puissance dans lequel ils veulent rentrer, ben, ils sont bloqués. Parce que la Corée, ils s'en sont emparés. Mais autour d'eux, il n'y a plus aucune option. Tous les pays d'Asie du Sud-Est qu'on connaît aujourd'hui, l'Indonésie, le Vietnam, tout ça, sont tous occupés par des puissances européennes. La France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et les Philippines par les États-Unis. Donc le Japon est bloqué dans sa sphère géographique et les impérialistes japonais vont donc devoir faire des choix stratégiques. S'ils veulent s'étendre, ça sera forcément par la guerre, mais contre qui ? Le choix que le Japon va faire, à l'époque, il est plutôt évident. Il est contre la seule puissance locale qui n'a pas réellement de capacité globale, c'est-à-dire la Chine. Comme on l'a dit, la Chine, elle est encore dans un modèle de seigneur de guerre, même si les nationalistes de Kuomintang se sont petit à petit imposés, ils sont loin de former un front unifié. Les Japonais en profitent en 1931 pour s'emparer de la Mandchourie. Et c'est là où je vais commencer à mettre des petits bémols, parce qu'en réalité, ceux qui s'emparent de la Mandchourie en 1931 et déclenchent un conflit, une guerre ouverte quasiment avec la Chine, c'est pas le gouvernement japonais. C'est directement l'armée impériale japonaise. Non. Ok. Dans la constitution japonaise de l'époque, il y a un petit détail qui donne à l'armée japonaise quasiment la toute-puissance sur le gouvernement japonais. C'est l'armée qui nomme directement le ministre de la Défense. Ce qui veut dire que si l'armée refuse de nommer un ministre de la Défense, il n'y a pas de gouvernement. Ok. Intéressant, comme système. J'ai pas besoin de vous expliquer, je pense, pourquoi c'est foireux et pourquoi ça laisse une très grosse marge de manœuvre aux militaires. Et certains d'entre eux vont en profiter pour abuser du système et s'octroyer le droit d'attaquer, quoi. Bien sûr. Ils vont carrément s'octroyer la puissance diplomatique aux grandes dames d'ailleurs de certains diplomates japonais qui sont quasiment incapables de maîtriser leur armée. C'est ce que j'ai. Alors personnellement, c'est ce que j'ai lu. Hein. Je rappelle, je suis pas un spécialiste de la période ni de l'Asie. Je parle en fonction de ce que j'ai pu lire au fur et à mesure des années. Et petite parenthèse quand même importante, hein. Des fois que je dise qu'il y a une chose que vous considériez comme complètement fausse chez leurs chers auditeurs, n'hésitez pas à le rectifier en commentaire.
personnellement, de ce que j'en ai compris, on en est à peu près là. À ce moment de l'histoire, le Japon, via en fait certains de ses officiers, certains de ses soldats, s'est emparé de la Mandchourie, va commencer à l'exploiter, à la coloniser même. Ce sont plusieurs millions de Japonais qui vont, au fur et à mesure des années, aller s'installer en Mandchourie chinoise, et ils vont, pour affirmer leur légitimité sur ce territoire, installer un État fantoche, l'État du Manchukuo, à la tête duquel ils vont placer le dernier empereur chinois Puyi, qui avait été démis par les républicains nationalistes. Ok. Nous sommes donc dans une espèce de zone grise, puisque officiellement la Chine à ce moment-là n'a pas du tout reconnu la cession de la Mandchourie. Pour eux, la Mandchourie n'est qu'occupée par les Japonais. Les Japonais, le gouvernement japonais, le gouvernement civil a reconnu la Mandchourie parce qu'il n'a pas vraiment le choix, et l'armée japonaise, de plus en plus, cherche des moyens de continuer sa progression sur les invasions et sur la conquête de la Chine. En 1937, va se dérouler un incident qui a été en partie d'ailleurs mis en scène par certains officiers de l'armée japonaise, qu'on appelle l'incident du pont de Marco Polo, et qui va déclencher un conflit ouvert entre la Chine et le Japon, et qui va ensuite se dérouler durant toute la Seconde Guerre mondiale. On a tendance à imaginer aussi que cette Seconde Guerre mondiale, comme en Europe, c'est un tout. C'est un seul conflit, sans interruption, sans respiration, où c'est une lutte de la vie à la mort pour la suprématie totale. Sauf que, quand on regarde un peu dans les détails, que ce soit en Europe ou en Asie, il y a eu beaucoup de tentatives de plusieurs parties différentes d'avoir des propositions de paix. Parfois des propositions qui sont complètement irréalistes. On peut penser à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les nazis essayaient de proposer aux Américains de faire la paix avec eux pour se concentrer sur l'URSS. Complètement allumé vu la situation. Mais il y a des propositions de paix qui ont été bien réelles et qui ont même abouti sans que ça n'ait d'effet. Ok. Alors là, vous devez vous dire, c'est un peu bizarre comme formulation. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé en 1937, quelques semaines à peine après le début du conflit entre le Japon et la Chine. Les Japonais envoient une proposition de paix aux Chinois, puisque leur objectif est avant tout de contrôler économiquement la Chine. Ils savent que le pays est gigantesque, que avec ses centaines de millions d'habitants, il est très compliqué en tout cas à contrôler. Ça va demander énormément d'argent au gouvernement japonais de financer la conquête. Donc une paix rapide et efficace leur donnant accès à l'industrie chinoise et à son marché les avantage bien plus qu'autre chose. Et à la grande surprise de tout le monde peut-être, les Chinois acceptent. Ok. Le gouvernement de Chiang Kai-shek accepte l'offre de paix japonaise, la première offre de paix japonaise. Ok. Waouh. Le problème, c'est qu'entre-temps, les Japonais se sont mis à rouler sur l'armée chinoise. Après la bataille de Shanghai, ils ont vaporisé ce qui se tenait entre eux et la capitale chinoise, qu'ils vont prendre et qu'ils vont massacrer. C'est ce qu'on appelle le massacre de Nankin. Il y a des photos absolument horribles, si jamais vous voulez vous renseigner sur Internet de ce massacre. On parle de bébés embrochés à la baïonnette, Voilà. Je peux conseiller aux auditeurs un vidéaste que j'aime beaucoup, qui ne fait plus de vidéos aujourd'hui, mais qui était très chouette. C'est Aurore Humanum Est, qui a fait une vidéo sur le massacre de Nankin, qui est très très chouette. C'est des petites vidéos très courtes de 2 minutes avec des petits bonhommes trop mignons qui bougent et un ton de voix très monocorde qui tranche avec ce qu'on voit. Et c'est excellent, ça montre les pires travers de l'humanité et parfois c'est important de s'en rappeler aussi. Je connaissais pas du tout. Okay. Il y a une vingtaine de vidéos, je te conseille franchement c'est vraiment très cool. Voilà, c'est une excellente chaîne et en plus très bien sourcée, ce qui est assez rare sur Internet. Et contrairement à moi, il y a des sources. Donc on a une première offre de paix que les Chinois acceptent et qu'en fait les Japonais vont retirer alors même que les Chinois ont déjà accepté leur offre, tout simplement pour en rajouter un peu plus parce que tant qu'à faire quand on est sur la pente gagnante. Sauf que, est-ce que c'était une bonne idée? Peut-être pas, parce que du coup, les Chinois, cette deuxième offre de paix qui inclut notamment la reconnaissance d'un État mandchou indépendant, ils peuvent pas l'accepter. C'est totalement infaisable d'un point de vue politique, ce serait se suicider politiquement. Et du coup, les Chinois vont se mettre dans une posture, dans une mentalité très particulière vis-à-vis du conflit. Le général Chiang Kai-shek et le reste de l'armée, d'ailleurs du front uni chinois, puisqu'à ce moment-là, tous les partis politiques chinois se sont réunis dans un front commun pour faire face à l'envahisseur japonais, vont décider de se battre jusqu'au bout. La politique de guerre de la Chine, à partir de ce moment-là, c'est combattre coûte que coûte, quelles que soient les pertes. Je dis quelles que soient les pertes, j'insiste,
puisque que ce soit en détruisant les digues du Yangtze qui vont noyer des millions de civils, ou des batailles absolument meurtrières où les Chinois sont en infériorité matérielle constante et dans lesquelles ils sont massacrés des fois de manière absolument délirante en termes de chiffres. Je vous invite à aller voir les statistiques officielles, c'est absolument délirant. Ça ferait passer les batailles de la Première Guerre mondiale pour des promenades de santé parfois. On a un gouvernement chinois du coup qui s'enferme dans cette politique jusqu'au boutiste. Au fur et à mesure du conflit, il va y avoir plusieurs tentatives de médiation, de la part d'abord de certains officiers japonais et chinois, parce que si, notamment la jeune garde militariste japonaise veut écraser l'adversaire pour la gloire impériale, certains des vieux officiers de l'état-major savent bien qu'un conflit comme ça ne peut pas durer indéfiniment. De la même manière, certains officiers chinois, bien conscients de la menace communiste dans leur dos, aimeraient potentiellement trouver un accord avec les Japonais. Ça ne se fera pas parce que de part et d'autre, les revendications ne sont pas compatibles avec la vision qu'on a d'une victoire ou d'une défaite possible. Et il y a aussi un autre acteur extérieur, dont on n'a pas encore trop parlé, mais qui pourtant va être extrêmement important pour la suite du conflit. Je suppose que vous vous doutez de qui on parle. Les USA. Effectivement, c'est l'oncle Sam qui tente régulièrement de négocier des paix entre les parties. Plusieurs fois, les ministres des Affaires étrangères et même les rencontres avec je ne me trompe pas, avec le premier ministre japonais aux États-Unis pour tenter de trouver une solution au conflit. Malheureusement, comme le gouvernement civil n'a qu'un contrôle très très limité sur son armée, il négocie avec une main dans le dos et les yeux bandés. Donc forcément, il n'arrive pas à grand-chose. Évidemment, dans ce qu'on connaît de l'histoire, la suite est assez évidente. Le Japon se retrouve embourbé en Chine, incapable de gagner, mais les Chinois sont incapables de les repousser. Bloqués comme ils le sont, certains officiers de l'armée japonaise tentent de déclencher un conflit avec les Russes. C'est ce qui donne lieu à la bataille de Khalkhin Gol, dans laquelle les Japonais se font rouler dessus au sens littéral par les tanks de l'armée rouge menés par celui qui deviendra bientôt le maréchal Zhukov, qui est largement mieux préparé que les Japonais et qui possède des doctrines stratégiques largement plus efficaces. Les Japonais sont donc bloqués en Chine, bloqués face à l'URSS, avec qui ils vont signer un pacte de non-agression. Et ils vont se rendre compte 3 mois après que les Allemands, qui avaient eux-mêmes signé un pacte de non-agression, vont casser ce pacte de non-agression. Les Japonais ne comprennent à ce moment-là pas vraiment ce qui se passe en Europe, surtout en tout cas ce qui se passe dans la tête des stratèges allemands. Et du coup, les Japonais se tournent vers la seule cible qui leur reste, vers le sud, vers les colonies européennes. Ils s'emparent de l'Indochine. J'ai eu un épisode spécial là, de DTDR que je vous invite à voir, écouter, sur justement cette partie du conflit. Cette invasion de l'Indochine entraîne un embargo total des Américains pour compenser les pertes en pétrole et en acier qui couleraient l'armée japonaise. Les Japonais n'ont que 2 choix, soit faire la paix avec la Chine et mettre un terme à la guerre, soit envahir les colonies occidentales et donc déclencher une guerre avec les États-Unis. Vous l'aurez compris peut-être avec tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, on est dans un effet boule de neige de toute façon. Bien sûr. Les militaristes, c'est ça. Les militaristes japonais iront jusqu'au bout. C'est ce qui donne lieu à la bataille de Pearl Harbor et à l'entrée en guerre des États-Unis dans le conflit mondial. Et c'est à ce moment-là que le conflit pacifique et le conflit européen vont se rejoindre. Ouais, exactement. Je conseille une super chronique sur Pearl Harbor aussi, qui est un peu longue mais très intéressante par Léopold, les auditeurs et donc, vous-même. Tant de placement de produits. Mais oui, mais en même temps, il y a tellement de sujets qu'on aborde qu'au bout d'un moment, tu peux faire du placement de produits tout le temps. C'est ça qui est génial. Explorez tout ce que vous voulez sur la chaîne. Il y en a pour tous les goûts. Je pense que là, on a fait un aperçu à la fois un petit peu long, je suis désolé, et très bref en même temps de la montée de ce conflit en Asie. Et en fait, ce qui m'a intéressé ici, c'est de voir qu'il y a eu plusieurs tentatives quand même de paix dans les parties qui auraient drastiquement pu changer l'équilibre des forces, non seulement en Asie, mais dans le monde entier. La plus évidente de ces tentatives de paix, c'est celle de 1937. Alors là, on rentre dans le domaine de l'Uchronie, un domaine sur lequel je vous invite à vous intéresser, chers auditeurs, chères auditrices, puisqu'il permet d'aller chercher le pourquoi du comment, pourquoi l'histoire s'est passée telle qu'elle s'est passée, pourquoi elle n'a pas été différente. Donc, première hypothèse, en 1937,
la Chine accepte, comme dans la réalité, l'offre de paix japonaise, et peut-être à cause d'une défaite ou d'une avancée trop lente des troupes à Shanghai, les Japonais acceptent ce traité de paix. Assez improbable, hein, vu la situation, vous l'avez compris. À ce moment-là, l'armée chinoise est quasiment en déroute totale, mais ça aurait mis fin quasiment instantanément au conflit. Et là, on se retrouve dans une situation qui est très bizarre, du coup, puisque autant les Chinois que les Japonais ne vont pas connaître la Seconde Guerre mondiale telle que nous, on la conçoit. On peut dès lors s'imaginer que tensions qui sont présentes en Asie sont bien différentes. Comme l'option chinoise est réglée, les deux seules autres cibles qu'on a évoquées précédemment pour le Japon deviennent d'un seul coup beaucoup plus alléchantes et ils ont beaucoup plus de troupes à disposition pour s'y intéresser. L'option de l'Union soviétique et l'option des colonies européennes. La question se pose quand même, est-ce que si ce traité de paix avait été accepté, est-ce que le Japon, en partie poussé par ses officiers sur le terrain, ses officiers très militaristes sur le terrain, ne serait pas retourné dans un autre conflit avec la Chine, ne serait-ce que 2 ou 3 ans plus tard, déclenchant par là même une chaîne d'événements proche à celle qu'on connaît. Il y a beaucoup de possibilités. On pourrait voir un Japon tenter de regrouper ses troupes pour se lancer contre l'Union soviétique en même temps que l'Allemagne, ce qui aurait mis beaucoup plus de stress et beaucoup plus de pression sur l'Union soviétique. Est-ce que ça aurait été suffisant pour une victoire des puissances de l'Axe? C'est pas sûr. D'autant plus que c'est pas parce que certains officiers auraient déclenché un conflit face à l'URSS que l'invasion de l'Indochine ne serait pas déroulée, et donc que le mécanisme d'entrée en guerre des États-Unis n'aurait pas été enclenché. Donc il y a beaucoup d'options, et ça donne beaucoup vous voyez, de chaque petit élément qu'on évoque, à chaque fois ça ouvre des dizaines de pistes sur oui, comment, pourquoi. Ouais, et si. C'est un champ de possibilités qui est infini, en fait. Un milliard de mondes parallèles où il se passe des trucs de ouf. C'est ça. Alors, il y en a un, moi, en particulier, qui m'a intéressé. En 1939, donc, le conflit démarre en Europe, et la France perd très vite le conflit. C'est ce qui va permettre l'invasion de l'Indochine. Mais dans le cas où la France ne perd pas le conflit, voire même, comme on pourrait l'imaginer, que la France gagne le conflit, ce qui n'est pas du tout irréaliste, hein, contrairement à ce que certains auditeurs ou auditrices pourraient penser. L'Allemagne en 1939 est très très loin d'être invincible. Mais mettons que ce conflit, d'une manière ou d'une autre, en Europe, ne se déroule pas. On arrive donc en 1938, 1939, 1940, et l'Indochine n'est pas envahie par les Japonais, qui ne vont pas se mettre à dos d'un seul coup la totalité des puissances occidentales qui n'ont plus d'adversaires en Europe, qui donc pourraient se retourner contre eux. Mais dans ces cas-là, que faire ? Imaginez, vous êtes à la place du gouvernement japonais de l'époque. Vous êtes dans une situation en Chine qui est inextricable. Certes, vous avez le dessus parce que votre armée est mieux équipée, mais vous avez en face de vous des millions, des dizaines de millions de soldats qui iront se battre, même parfois s'ils n'ont pas de balles dans leur fusil. Dans le même temps, vous avez des officiers un petit peu trop ambitieux qui vont déclencher des conflits frontaliers avec l'URSS, une puissance qui, ici, n'est pas en guerre avec l'Allemagne nazie et qui ne risque plus de conflits en Europe. Ce qui veut dire qu'elle peut retourner toute son attention sur vous. Je vous laisse imaginer la situation un peu tendue dans les cabinets de guerre de l'état-major japonais, de se dire qu'on va être en guerre contre et la Chine et l'URSS, c'est-à-dire les deux nations les plus peuplées de la planète à l'époque, et avec les armées parmi les plus grandes de l'époque. De quoi suer légèrement. Et du coup, la question, ce serait, et si, dans cette situation, le Japon, ou plutôt le gouvernement japonais, avait accepté une médiation américaine et avait accepté de faire la paix avec la Chine. Ça peut paraître un peu aberrant, et ça l'est, hein, le scénario n'est pas tout à fait réaliste. De ce qu'on en sait des stratégies du Kuomintang en Chine, ils auraient sans doute préféré attendre une intervention étrangère, quitte à ce que ça soit l'URSS, pour définitivement écraser le Japon, comme ça a été le cas dans la réalité. Mais il y a des petits éléments qui pourraient montrer que dans une réalité alternative où le Japon se retrouverait dans cette situation quasiment enfermé dans un coin, où il pourrait avoir l'oreille des nationalistes chinois, puisque en 1939, en 1940 surtout, entre les communistes et les nationalistes chinois, se déclenche une série de petites batailles, de petites escarmouches, qui vont mettre un grand froid dans l'alliance contre les Japonais.
potentiellement de quoi être exploité autant par les Américains que par les Japonais pour mettre un terme au conflit et éviter que l'URSS n'en profite pour envahir la moitié de l'Asie. Parce qu'évidemment, nos amis les Américains, ce qui les intéresse avant tout, c'est pas le bonheur des Chinois, c'est surtout d'empêcher la progression du communisme à l'échelle internationale. Et dans ces cas-là, imaginons que nos nationalistes japonais réussissent à être suffisamment mis sous pression par leur gouvernement, qui pourrait, pour l'imaginer en tout cas, avoir, on va dire, l'usage de l'arme atomique, entre guillemets, c'est-à-dire le refus de leur payer leur salaire ou de financer, de continuer à financer le conflit. C'est complètement irréaliste, hein, à part se prendre un coup d'état dans la tronche, j'ai un peu du mal à voir comment ils pourraient faire. Mais imaginons, les Chinois nationalistes et les Japonais mettent un terme au conflit, reviennent sur leur position d'avant-guerre, sans doute avec quand même beaucoup d'avantages économiques pour le Japon. Dans quelle situation est-ce qu'on se trouverait en 1945 ? On aurait un Japon dans lequel les militaristes sont toujours bien présents, même s'ils ont été frustrés. Une Chine dans laquelle le conflit, la guerre civile entre communistes et nationalistes est repartie de plus belle. Mais la différence avec la réalité, c'est que nos communistes chinois, ils sont dans une situation qui ici est bien plus délicate. Parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand l'URSS balaye les troupes japonaises en Mandchourie, elle va laisser tout un tas de matériel et de positions stratégiques aux communistes chinois, qui vont en profiter petit à petit pour grignoter les positions nationalistes. Et c'est ce contrôle de la Mandchourie qui va permettre aux communistes de gagner la guerre civile en Chine. Sans le contrôle de la Mandchourie, ici toujours un état fantoche du Japon, les communistes chinois pourraient même très bien perdre la guerre civile. On se retrouverait donc dans une situation où la guerre froide n'aurait pas 2 participants, mais potentiellement 3 ou 4. D'un côté, les États-Unis, toujours avec leurs alliés occidentaux, l'URSS et les puissances communistes, mais aussi un Japon qui contrôle toujours une bonne partie de l'Asie, voire même peut-être une Chine nationaliste, particulièrement faible puisque très divisée politiquement, mais avec potentiellement un moyen à long terme de devenir une grande puissance. Je vous laisse imaginer les tensions absolument énormes que ça pourrait provoquer, Oui. surtout dans un univers où on va se retrouver à terme à avoir des armes nucléaires. Complètement. Ah bah oui. On se retrouverait avec un Japon militariste, armé sans doute de l'arme nucléaire. Le Japon, on le sait, hein, même aujourd'hui, il a toutes les capacités scientifiques pour avoir l'arme nucléaire. Et aussi, il se l'est fait interdire par les Américains. Mais dans cette réalité alternative, qu'est-ce qui les empêche de l'avoir ? Surtout avec l'accès à la Mandchourie et potentiellement à ces mines d'uranium. Je vous laisse imaginer les lignes de front en Mandchourie entre un État nationaliste chinois dont la principale revendication est de récupérer les territoires qu'il a perdus, et de l'autre côté un Japon jusqu'au boutiste qui s'est enfermé dans son idée impérialiste. Ouais. Et c'est là où on peut se rendre compte que finalement une paix qui est arrivée plus tôt et qui a épargné potentiellement des millions de vies peut provoquer à plus long terme des tensions, voire des conflits encore plus meurtriers. Ça, c'est un peu l'idée que on retrouve notamment mise en avant dans la politique d'apaisement en Europe face à l'Allemagne nazie, qui a été de dire non, il faut repousser le conflit, accepter des demandes, on n'est pas prêt pour la guerre, attendons, pour qu'au final, l'adversaire ait eu le temps, lui, de se renforcer beaucoup plus vite, et finir par perdre et par provoquer énormément plus de victimes si, par exemple, la France ou le Royaume-Uni est intervenu tout de suite contre les nazis. Donc des fois, et c'est là où je voulais en venir, faire la paix tôt, c'est bien, mais c'est pas forcément l'option qui sauvera le plus de vies à long terme. Oui. Parce qu'une mauvaise paix qui va laisser sur une haine palpable, qui va laisser 2 adversaires capables de se réarmer, voire de se réarmer bien plus qu'ils ne l'étaient avant, bah potentiellement ça va provoquer encore plus de morts par la suite. On pourrait dire à l'inverse qu'avec la création de l'arme atomique, la guerre est devenue impossible, et que toute tentative de conflit ne se résoudrait que par une guerre totale. Mais on pourrait l'observer au Pakistan et en Inde, des puissances atomiques sont capables de se tirer dessus à coups de missiles et de se retenir dans le même temps de s'envoyer des armes atomiques en travers du museau. Donc tout cette historique, toute cette idée derrière, pour montrer que finalement la paix c'est bien, mais
la manière dont on fait la paix et le pourquoi on fait la paix, en fait, ça règle beaucoup plus de choses et c'est Oui, bien beaucoup sûr. plus important. Pensez-y Et dans c'est vos valable. conflits avec les gens. Oui, ça marche pareil en fait, finalement. Et c'est pour ça que voilà, ce conflit en Asie qui est souvent très ignoré en Europe parce que on y a quand même beaucoup moins d'impact, ça nous a beaucoup moins touché directement que l'occupation allemande. Mais en fait, elle a des conséquences mondiales pour absolument tout le monde sur la planète. Que ce soit, on le sait, dans le développement du communisme en Chine, au Vietnam, etc., mais aussi dans la fin de certaines idées impérialistes. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop long et pas trop compliqué et pas trop confus. Non, du tout, du tout. C'était pas compliqué en plus, c'est juste que on n'y connaît rien. Quoi. Parce qu'on se regarde tout le temps le nombril et que c'est de l'intérêt de ce genre d'épisode spécial. Exactement, d'aller découvrir d'autres horizons et c'est pour ça qu'on vous renvoie aussi les auditrices et les auditeurs à l'épisode spécial Guerre du Pacifique qui traitait aussi pas mal du conflit dans sa globalité en dehors du côté européen. Finalement, on parlait même plus des causes de la guerre que de la guerre en elle-même. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Il y a des gens très très intéressants là-bas. J'entends comme un esprit autour de moi, comme s'il y avait un animal qui voulait me dire quelque chose. Oui. Et T'inquiète. Reviens. Ça tombe bien que Franck nous ait parlé de guerre parce que avant de laisser la parole à Manon, j'aimerais parler d'un individu qui est en connexion aussi avec les conflits de manière générale. Parce que oui, j'aimerais qu'on parle à nouveau de folklore et surtout, comme c'est un spécial Japon, jusque-là tout va bien, de folklore japonais. Alors aujourd'hui, on va parler d'un être qui s'appelle le Tengu ou Tengu. Je sais jamais vraiment comment ça se prononce parce que je suis un vieil européen un peu pourri. Est-ce que vous avez eu une idée de ce que ça peut être le Tengu du coup ? Ça me dit quelque chose, c'est un esprit de la rivière, non ? Alors effectivement, c'est une sorte d'esprit, mais on va aller plus en profondeur. Les Tengu, ou alors chiens célestes dans la langue de Molière, sont un type de créature légendaire vivant au Japon, mais ça vous l'avez compris. Ils sont tantôt considérés comme des kami, des dieux, ou tantôt comme des yokai. Et là, je vous renvoie du coup à toutes les chroniques que j'ai faites sur les yokai précédents. Dans le bouddhisme, les Tengu sont considérés comme étant des démons perturbateurs et annonciateurs de quoi, à votre avis ? Pour la connexion ? Perturbateur, un annonciateur du conflit. De la guerre, exactement, de la guerre et du conflit. Voilà. Leur image, c'est toutefois, on va le voir au cours de cette chronique, petit à petit adoucie jusqu'à parfois même être considérés comme des protecteurs. Dans certaines cultures, ils demeurent toujours de dangereux kami, et non pas des kami des eaux, mais des kami des montagnes et des forêts. Alors, c'est parti pour le Tengu. Malgré le fait que leur nom désigne quand même un chien, dans l'art ils apparaissent sous de nombreuses formes différentes, allant du coup d'un grand oiseau monstrueux à un être anthropomorphe au visage rouge et au nez anormalement long et large. Et là, peut-être que ça vous dit déjà un peu plus quelque chose. Oui. Leur long nez leur permettrait d'être reliés à la divinité shintoïste Saruta Iko, le dirigeant des kami terrestres et le gardien du pont du ciel. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la divinité est décrite avec une protubérance similaire, mesurant 7 paumes de longueur. En tout cas, c'est comme ça qu'il est décrit dans le Nihon Shoki, et je m'excuse vraiment pour toutes les erreurs de prononciation. Donc c'est quoi ce Nihon Shoki ? C'est des annales de l'histoire japonaise qui ont été écrites en 720, rédigées ni plus ni moins que par le prince Toneri, un prince impérial de l'époque Nara. Beaucoup de fêtes de village sont données encore aujourd'hui et les deux personnages, donc Saruta Iko et les Tengu, sont souvent portraiturés de la même manière avec un masque rouge au nez très phallique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les plus anciennes représentations de Tengu remontent, en dessin bien évidemment, à des rouleaux illustrés, comme par exemple le Tenguzoshi Emaki qui a été peint en 1296 et qui parodie les prêtres de haut rang en les dotant de becs de faucon des démons Tengu. Les Tengu sont alors souvent, on l'a vu, représentés comme prenant la forme de prêtres. C'est également à cette période que les Tengu vont être commencés à être associés en particulier à des prêtres bien spécifiques, les Yamabushi. Ce sont des ascètes des montagnes, donc le lien avec le Tengu encore une fois, qui pratiquaient le Shugendo, une tradition spirituelle millénaire japonaise fortement influencée par le bouddhisme Vajrayana, où la relation entre l'homme et la nature est primordiale. Ainsi,
l'association fit son chemin dans l'art japonais, où les Tengu sont plus fréquemment représentés dans le costume distinctif des Yamabushi, qui inclut un tokin, un petit chapeau noir, des pectorales avec 6 pompons, et un kakara avec 4 K, un bâton utilisé du coup par les moines bouddhistes. Ils ont également souvent un éventail magique qu'on appelle un ha-uchiwa, qui, d'après les récits populaires, aurait en fait la capacité de faire grandir ou rétrécir le nez d'une personne. Et oui, aussi ça provoque des vents très très forts. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire de chien? Parce que je sais pas si vous vous souvenez, au début j'ai dit oui, le chien céleste, d'où ça sort? Alors on parle de gens avec des nez en forme de pénis, c'est quand même un peu différent. Eh bien, encore une fois, il pourrait, vous avez l'habitude avec ces chroniques sur le folklore, s'agir d'un syncrétisme nippo-chinois ou sino-japonais. Dites-nous en commentaire lequel vous préférez parce que j'ai aucune idée duquel est le plus correct en français. Voilà. En effet, dans la littérature chinoise, on trouve le Tianggu, un démon associé à une variété de descriptions d'animaux, mais la plus fréquente reste celle d'un chien féroce anthropophage. Semblable à une comète, il fait le bruit du tonnerre et apporte la guerre là où il tombe. Or, la première mention écrite du Tengu au Japon se trouve au chapitre 23 du Nihon Shoki dont j'ai déjà parlé précédemment. Souvenez-vous qu'il était écrit en 720. Dans ce chapitre, l'auteur y décrit une grande comète qui apparaît dans le ciel, semblable à quoi, à votre avis? À un chien, exactement, le chien céleste. Voilà, on retombe sur nos petites papates. De surcroît, il existe un texte de chien, exactement. De surcroît, il existe un texte issu du Shu Yi-ji qui a été écrit en 1791 qui décrit un chien semblable au Tianggu avec un bec aiguisé et une posture droite. Toutefois, je me dois d'y apporter une nuance, car cela n'est pas la description la plus courante non plus de cette créature dans les textes du XVIIIe siècle. Bon, on se reprend. À ce niveau-là de la chronique, il y a quand même un truc qui va pas du tout. Si je récapitule, on passe quand même d'un chien comète à un homme oiseau, puis ensuite à un bonhomme rouge avec un nez géant. Comment ça se fait? Certains érudits japonais soutiennent l'idée que le Tengu serait en fait une dérive de la divinité hindouiste Garuda, présent aussi dans les écrits bouddhistes. Alors Garuda, ça doit vous dire quelque chose normalement parce que j'en avais déjà parlé sur ma chronique parlant des Nagas. Je vais faire un petit résumé, c'est une sorte d'homme-aigle très protecteur. Ainsi, le nom de Tengu semble avoir été substitué au nom de Garuda lors de différents sutras, ou sutras, je sais pas, donc c'est des écrits, par exemple dans le Emyo-jizokyo. Bon, le problème c'est que le Emyo-jizokyo a été écrit pendant l'ère Edo et c'est une époque où l'imagerie actuelle du Tengu, donc le mec avec le gros nez, était déjà établie, donc du coup ça colle moyen. Par contre, dans le Konjaru Monogatari Shu, on y trouve une compilation d'histoires datant du XIe siècle qui raconte qu'un Tengu se bat contre un dragon dans la montagne, rappelant ainsi à vous, chers auditeurs, les affrontements que j'ai pu vous décrire entre Garuda et les Nagas. Sauf que là, à nouveau, patatras, tout s'effondre tel un éboulement dans une grotte. Garuda est une créature positive proche de Bouddha, là où le Tengu est en réalité plus proche du démon. Du coup, pour certains érudits japonais, ça colle pas. Certains d'entre eux ont alors créé une hypothèse. Les Tengu pourraient en fait descendre d'un ancien démon oiseau, lui-même fusionné à la fois avec Garuda et Tianggu, souvenez-vous le chien céleste, puisqu'ils sont tous plus ou moins arrivés au même moment par voyage sur l'île, culturellement parlant bien évidemment. Alors, c'est une hypothèse qui est intéressante, mais qui en fait tient littéralement sur du vent parce qu'il n'y a absolument aucune preuve tangible pour étayer cette interprétation. Toutefois, sorti du chapeau, voici une dernière théorie qui naît dans la dernière version du Kujiki, un ancien texte historique japonais datant de 726, où il est écrit le nom de Amanozako. Alors Amanozako, qui c'est? Eh bien c'est une divinité femelle monstrueuse, née de la férocité crachée par le dieu Susanoo. Or, l'association d'une partie des caractères d'écriture japonaise, bien évidemment, d'Amanozako, associée avec d'autres, signifie alors Tengu, divinité. Incroyable. De surcroît, le livre décrit Amazonako comme une créature rageuse capable de voler, avec le corps d'un humain, la tête d'une bête, un long nez, de longues oreilles, de longues dents qui peuvent broyer jusqu'à même les épées. Un livre du XVIIIe siècle appelé Tengu Megiko suggère que cette déesse pourrait être le véritable prédécesseur du Tengu. Ah, je suis désolé, il faut s'accrocher un petit peu bien évidemment. Mais voilà un peu pour l'historiographie du Tengu, de à quoi il ressemble. Maintenant, on va parler un petit peu à, finalement, c'est quoi un Tengu et comment est-ce qu'on le perçoit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Kunjaku Monogatari Chu,
un recueil, j'ai dit n'importe comment, je suis vraiment désolé pour tous les japonais qui nous écoutent, c'est une honte, c'est une véritable honte, mais sachez que ce livre, c'est un recueil d'histoires publié à la fin de la période Heian, donc au Xe siècle à peu près, qui contient certains des plus anciens récits de Tengu. Ces derniers y sont déjà caractérisés à peu près comme aujourd'hui. Pourquoi les Tengu sont-ils des êtres mauvais pour le bouddhisme ? Tout simplement parce que leurs activités favorites sont, au choix, tromper les gens pieux à l'aide de fausses images de Bouddha, enlever les moines et les déposer dans des lieux éloignés, ou encore posséder des femmes afin d'essayer de séduire certains hommes. Ah oui, j'allais presque oublier, voler dans les temples et procurer à ceux qui les vénèrent un pouvoir impie. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'ils se déguisent souvent eux-mêmes en prêtres ou en nonnes, même si à la base, dans ces textes-là, on t'explique bien que, normalement, le Tengu, ça reste quand même une sorte de Milan humanoïde. Alors, même moi je suis en train de me perdre parce que la fatigue est en train de me prendre, j'ai l'impression que j'oublie 10 milliards de trucs, mais c'est pas grave. Parce que, à travers les 12e et 13e siècles, des récits continuent de parler de Tengu, essayant de causer des problèmes dans le monde. Leur origine se dévoile un peu plus. Ils seraient alors des fantômes de prêtres en colère, hérétiques ou morts sans raison, qui étaient tombés dans le Tengu-do, le royaume Tengu. Toujours ennemis du bouddhisme, ils s'amusent alors à posséder les gens, spécialement bien évidemment les femmes et les filles pour parler par leur bouche. Le Kojidan, un recueil de Setsuwa, écrit entre 1212 et 1215, fait le récit d'une impératrice qui a été possédée. Le Okagami Monogatari du XIe siècle, quant à lui, rapporte que l'empereur Sanjo a été rendu aveugle par un Tengu, le fantôme d'un prêtre qui voulait se venger de lui. Un des Tengu les plus renommés se trouve au XIIe siècle. Il était lui-même le fantôme d'un empereur. En effet, le Hogen Monogatari, datant de 1320, raconte l'histoire de l'empereur Sutoku, qui a été forcé par son père d'abandonner le trône. Il se lance alors dans une rébellion pour reprendre le pays à son paternel, mais il fut défait et s'exila dans la province de Sanuki. Selon la légende, il mourut dans de grands tourments, jurant de hanter le Japon comme un grand démon. Alors il devint un effrayant Tengu avec de longues griffes semblables à ceux d'un Milan. Dans des histoires du XIIIe siècle, les Tengu commencèrent par enlever des jeunes garçons aussi bien que des prêtres, qui étaient leurs proies favoris. Les garçons étaient souvent rendus alors que les prêtres étaient découverts entravés au sommet d'un arbre ou de lieux en hauteur. Toutes les victimes de Tengu cependant revenaient dans un état proche de la mort ou de la folie, quelquefois après avoir été poussés à manger des excréments d'animaux. Bah, c'est caca. Les Tengu de cette période sont souvent conçus comme des fantômes de personnes arrogantes qui deviennent des créatures fortement associées à la vanité et à la fierté. Il y a même une expression japonaise aujourd'hui qui s'appelle Tengu nin naru, qui veut littéralement dire devenir un Tengu, qui est utilisé pour dire être une personne vraiment vaniteuse ou orgueilleuse. C'est également à cette époque que les Tengu vont être plus détaillés. D'après certains textes, il existerait deux types de Tengu. Les Dai Tengu, créés à partir d'érudits, et les Ko Tengu, créés à partir des personnes moins signifiantes, vous pouvez aussi appeler ça des pauvres ou des pouilleux. Il y aurait alors une vraie hiérarchie entre les deux. Les premiers seraient en réalité des protecteurs du bouddhisme condamnés à une forme hideuse à cause d'un peu de vanité, et les seconds leur devraient alors une obéissance éternelle. L'image déplaisante du Tengu continue de s'éroder au XVIIe siècle. Certaines histoires les représentent beaucoup moins malveillants, protégeant et bénissant les institutions bouddhistes plutôt que de les menacer ou de les brûler. Selon une légende du XVIIIe siècle, un Tengu prit la forme d'un Yamabushi et servit avec piété l'abbé d'un monastère zen jusqu'à ce que l'homme devine la vraie forme de son serviteur. Alors, les ailes et l'immense nez du Tengu apparurent. Le Tengu demanda simplement un fragment de sagesse à son maître et partit tout en continuant invisible et secrètement à procurer une aide miraculeuse au monastère. Pendant les siècles qui suivirent, les Tengu vont garder une réputation de protecteurs de lieux sacrés et seront toujours craints par les mortels osant s'aventurer dans ces lieux. Par exemple, jusqu'à encore très récemment, les habitants de la préfecture d'Ishikawa ont cru que les Tengu détestaient les maquereaux. Donc en fait, régulièrement, ils utilisent ces poissons comme un charme contre les enlèvements pour éviter que les Tengu viennent les hanter. Aujourd'hui, les Tengu sont vénérés dans de nombreuses montagnes au Japon. Un destin plutôt positif pour une créature qui était pourtant considérée comme malfaisante 150 ans auparavant. Et du coup, je trouve ça plutôt chouette. Alors, il existe plusieurs petits contes populaires, je vous en ai fait quelques petits exemples. Mais il y en a un qui a retenu mon attention particulière et je vais essayer de vous le lire. C'est parti. Un vieil homme a une bosse sur le visage. Dans la montagne, alors qu'il marchait, il rencontre un groupe de Tengu qui font la fête. Il rejoint leur danse. Il plaît tellement aux démons qu'ils veulent le revoir la nuit suivante et lui offrent un cadeau.
Il lui retire la bosse de son visage, pensant qu'il voudrait la reprendre et qu'il reviendrait donc. Un voisin méchant, qui lui aussi a une bosse, entend alors parler de la bonne fortune du vieil homme et essaye de faire la même chose, mais en volant le cadeau. Les Tengu, cependant, lui donnent simplement la bosse de son voisin en lui laissant la sienne, dégoûté à la fois par ses mauvais talents de danseur et sa malhonnêteté. Ça vous dit quelque chose, ce conte ? Non, ça me dit rien, moi. Ah oui. Enfin, le coup de danser, ça me rappelle les corrigans, mais... Ouais. Et justement, c'est assez dingue, je trouve, parce que il y a un conte breton qui est exactement pareil, où c'est un mec bossu qui va voir des corrigans, il danse avec eux, les corrigans lui retirent la bosse, et en fait, son frère jumeau qui a aussi une bosse va aller voir le lendemain, et en fait, il fait le connard. Et du coup, les corrigans lui donnent 2 bosses, du coup, la sienne et celle de son frère jumeau. En fait, maintenant que tu parles de cette histoire de frères et tout, ça me... C'est une légende qui est assez, Ouais, assez célèbre ouais. en Bretagne, et je pense dans tous les pays celtes. Et je trouve ça ouf qu'elle soit présente au Japon, c'est littéralement la même, quoi. Quand j'ai lu ça, j'étais là en mode, mais what? En fait, je sais pas l'expliquer. Je sais pas si c'est du diffusionnisme tellement long, ou si c'est effectivement, il y a un mythe commun qui prend ses racines dans l'histoire de l'humanité, façon Jean-Loïc Le Quellec, ou alors c'est juste que c'est un peu bateau et que c'est un peu simple comme histoire, je sais pas. Bah, au-delà même du mythe commun, t'as des éléments remarquables, les boss, tout ce qui est boss, tout ce qui est ce qui pourrait être considéré d'une manière ou d'une autre comme une déformation, une infirmité. On retrouve beaucoup dans les contes, quelles que soient les cultures, parce que c'est des éléments visuels Oui, c'est ça, ouais. faciles à identifier. Exactement. Que ce soit le bossu, la cicatrice, ou des boutons ou autres, c'est des choses qui sont quand même très très marquées. Ça m'étonne assez peu que ça soit massivement réutilisé. En cherchant un peu, parce que là pour le coup ce qui est pas mal, c'est qu'effectivement les deux se ressemblent. Qui se ressemblent quand même beaucoup. Ouais, Hein. C'est une histoire de danse, de créatures qui prend. Mais c'est vraiment rigolo de se rendre compte que t'as les mêmes symboles en fait, c'est ça qui est chouette, je trouve. Ça veut dire qu'il y a des symboles qui sont, en tout cas des idées qui sont plus universelles que d'autres. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et la question ce serait de voir quelles sont les autres cultures où on pourrait trouver des contes similaires. Tout à fait, ouais. Et à partir de quand Si vous en avez, dites-le nous dans les commentaires. C'est ce que commentaires. j'allais dire, si vous en avez, dites-le nous dans les commentaires. Bien joué, Manon. Et j'espère que du coup que ça vous aura plu cette petite chronique sur les Tengu. J'en aurai une autre juste à la fin, mais qui sera beaucoup plus courte sur un autre esprit japonais. Mais en attendant, on va retourner à quelque chose de beaucoup plus pragmatique, parce que le Japon, moi je le connais beaucoup à travers un film qui s'appelle Tokyo Drift, et du coup on va parler moto. Oui, j'aime bien t'avoir dit qu'on allait juste parler de moto. Ça me ressemble tellement pas. Oui, Allez, on va parler de moto, le truc de vrai bonhomme là. On Un va petit parler peu, de bacon. Allez, mam. On n'a pas un petit déjà vu là. Du coup, moi, je vais vous parler En fait, je voulais faire une toute petite chronique pour cet épisode. Et c'est ce cher Maurice Boursol qui me l'a soufflé. On le salue. Je le remercie. On le salue, lui, en haut. Et je vais vous parler des Bosozoku. Est-ce que vous connaissez? Pas du tout. C'est hyper niche. Alors le en mécanique, alors la mécanique japonaise. Alors là... les Bosozoku, enfin le terme Bosozoku, ça désigne au Japon des clans de motards qui ont été actifs principalement dans les années 1970-1980. C'est des bikers japonais en fait. C'est des bikers japonais. Incroyable. Des bikers japonais. Comme dans en fait, Akira. Hein oui, exactement comme dans Akira, tout à fait. Ah. C'est une des références que je voulais donner à la fin. Donc, bravo, ça veut dire que c'est pas parfaitement inconnu. Mais non, justement. Spoil. Cette contre-culture, en fait, elle est associée à la modification de véhicules, du tuning, comme on dit par chez nous. Et le terme est composé de bosso, qui signifie course folle ou conduite imprudente, et de zoku, qui signifie clan. Donc le clan de la course folle ou le clan de la conduite imprudente. La classe. Mais on peut aussi voir dans l'élément bo le mot Boryokudan, qui signifie bandit. Alors, qui sont ces Bosozoku? Les premiers, en fait, ils apparaissent dans les années 50, juste après la Seconde Guerre mondiale. C'est pour ça que je voulais passer après ta chronique. Ah, et oui. En fait, ça va être tous les anciens combattants, les kamikazes dont les munitions n'ont pas été programmées, etc., qui vont, en fait, après la Seconde Guerre mondiale, se retrouver parfaitement inaptes à la société qui est en reconstruction. Et en fait, ils vont se mettre à créer des groupes dans lesquels, eux, ils se sentent légitimes. Donc beaucoup d'entre eux, en fait, sont très très jeunes au sortir de la guerre. Et à cette période, ils sont influencés par la culture des bikers américains, et notamment des Hells Angels, pour ceux qui les connaissent, ou pour ceux qui ont la culture Son of Anarchy. Série de jadis maintenant.
Des groupes se forment alors. Alors au début c'est un peu en mode comme les bikers américains, en mode blouson noir, banane bien gominée. Et puis ces groupes ils vont évoluer en gang constitué d'anciens militaires, donc très très jeunes. Quand je vous dis jeunes, c'est en fait des ados de 16-17 ans, max 20 ans quoi. Ok. Donc, comme des gangs de motards classiques, ils vont rouler vite, ils vont pas respecter le code de la route, ils vont slalomer entre les voitures, ils mettent pas de casque, ils ont des battes de baseball, des cocktails Molotov, Waouh. ils sont ultra Ils badass. sont ultra badass, c'est ouf. Complètement. Alors, ils respectent rien, mais ils ont quand même, c'est le Japon, n'oublions pas, ils ont quand même un respect à l'intérieur de leur groupe. Et un code d'honneur, bien sûr. Bien sûr. Le leader, il s'appelle le Sentosha, et il roule en tête, et personne n'a le droit de le dépasser. Ok. Jamais. Donc ça devait être des espèces de petites formations assez stylées. Alors leurs motos, bien sûr, parce qu'on peut pas parler des motards sans parler de leurs motos. Leurs motos sont quasi toujours des 400 cm3, car le permis, au-delà de ça, c'est très chiant à obtenir. Et puis que, rappelez-vous, en fait, on parle de mineurs. Oui, en fait, c'est vrai que... Merde. Ils sont même pas majeurs, les types. Et puis surtout, c'est des modèles assez populaires, donc en fait, ils peuvent facilement s'en procurer et surtout les transformer. Ok. À l'époque, c'est le gang des Ninamona qui était très très en avance concernant la mode de customisation de ces motos. Il y avait un style appelé le Shibaragi Shiyu, dont ils sont à l'origine. Vous connaissez bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi aussi, évident. C'est évident. Mais pour les auditeurs, il faut le rappeler, je pense. Oui, voilà, parce que bon, c'est vrai que tout le monde n'a pas ce savoir. Enfin, bon, en tout cas, tout le monde suivait leur tendance au Ninamona et ils comptaient à l'époque une centaine de membres, donc c'est quand même un gros crew. Moi, ce qui m'a surtout marqué dans ces customisations de motos, je vous invite à les regarder, c'est que le dossier du siège arrière, il est le plus haut possible. Du coup, ça donne des looks, mais vraiment hyper chelous, où t'as comme une espèce de grosse antenne derrière la moto qui va de droite à gauche. Et oui, c'est vrai, ouais. Très très bizarre, je vous invite à regarder, c'est vraiment très particulier. Et l'apogée de nos Bosozoku, elle se situe vraiment dans les années 70. Alors, je vous l'ai dit, c'est assez niche comme sujet, mais à l'époque, faut savoir que lors de rassemblements d'alliances entre gangs, par exemple, il pouvait y avoir jusqu'à 2000 motos qui roulaient ensemble. Donc ça a quand même été un gros phénomène au Japon. Il y a un documentaire Vice qui est sorti en 2015 où des journalistes sont allés interviewer des anciens Bosozoku, et notamment Tsuhiro Azuki, le 21e et ancien leader du gang Narashino Spectre. Oh. Qui, en plus d'avoir été un Bosozoku, est également passé par la case Yakuza avant de laisser tout ça derrière lui pour une vie plutôt respectable. Dans le reportage, en fait, notre ancien chef, il va parler du mode de vie des Bosozoku, qui se contentait clairement pas de slalomer entre les voitures et de pimper des bécanes. En fait, on parle de gens quand même qui sont très violents, donc de violentes guerres de territoire, donc de courses de moto entre gangs, et surtout de gamins donc de 16-17 ans qui déploient pour leur âge une force et une violence incroyables. Il nous dit par exemple que leurs rivaux principaux à l'époque, au Spectre, c'était les Black Emperor. Ok. C'est un gang qui avait un code très très strict, et que dans son gang à lui, ils avaient toujours des couteaux sur eux, au cas où ils seraient kidnappés par d'autres gangs ou attaqués par la police, donc ils avaient besoin de se défendre en permanence. S'ils se faisaient kidnapper par un autre gang, et en gros, le moins pire qui puisse se passer, c'est qu'ils leur prenaient leur veste. Mais il peut se passer des choses parfois bien pires que ça. Par exemple, un de ses aînés, une fois, s'est fait kidnapper. Ils l'ont attaché par la cheville à une moto et traîné sur plusieurs centaines de mètres. Et il en est bien sûr décédé. Donc, cette personne qui est interviewée, elle définit le mot Bosozoku comme un mode de vie frénétique, la survie du plus fort. Il y a un photographe japonais qui les a suivis pendant plusieurs années, c'est Masayuki Yoshinaga. Il a suivi plusieurs gangs et en fait, lui, il les décrit de cette manière. Il dit que ce sont des protecteurs de la tradition japonaise qui a été abandonnée par la société de masse dans leur esprit. Ils sont des samouraïs habités par le Yamato Damashi. Alors, le Yamato Damashi, c'est un terme qui n'a pas vraiment d'équivalent, mais qu'on pourrait traduire par l'âme du Japon. Donc, dans ce contexte, ça voudrait dire que les Bosozoku, ils se voient comme des guerriers qui représentent leur clan de la même manière que les Daimyo de jadis, donc les seigneurs féodaux japonais, ils étaient représentés par leurs samouraïs. Donc rappelez-vous, à la base, ces gangs, ils sont formés de vétérans et d'anciens kamikazes. Okay. À l'époque, on disait aux kamikazes qu'ils étaient des descendants spirituels des samouraïs. Et donc en fait, on leur donnait un uniforme, un avion, on leur disait « détruis l'ennemi pour sauver ton honneur sacré et l'honneur du Japon ». Donc c'est assez facile de comprendre pourquoi les Bosozoku, ils ont fini par se considérer tout simplement comme des successeurs, comme leurs successeurs, oui, c'est ça, ouais. dans un Japon qui est vaincu et occupé.
Et souvent, d'ailleurs, c'est sûrement pour ça qu'on les voit agiter le drapeau impérial ou représenter celui-ci sur leur moto ou sur leurs vêtements. Ok. Vêtements dont on n'a pas parlé, parce que je vous ai dit qu'au début, c'était en mode blouson noir, mais en fait, rien à voir, à partir des années 70-80, c'est plus du tout des vestes de moto classiques. En fait, ça va être des longues vestes blanches, des tokofuku. C'est un vêtement d'attaque, ça ressemble aux vêtements qu'on met pour le judo, par exemple. Vous avez sûrement déjà vu ce genre d'accoutrement. Et en fait, volontairement, ces tokofuku, ils rappellent les tenues des kamikazes. Alors ces vestes, elles sont avant tout un accessoire de mode, mais en fait, elles vont porter énormément d'inscriptions qui vont relater, par exemple, la hiérarchie au sein du groupe. Par exemple, chez les Spectres, en plus du leader, il y avait 13 positions dans l'organisation du gang, donc c'est assez bien organisé. Ok. Elles pouvaient aussi porter leur devise, et surtout, en fait, plus il y a d'inscriptions dessus, plus il y a de membres à l'intérieur, et plus c'est organisé, plus ça montre à quel point le gang il va être uni, et donc fort. Le déclin des Bosozoku débute à la fin des années 80 et va s'étendre jusqu'au début des années 2000. En fait, tout simplement, la police et le gouvernement vont mettre de plus en plus de choses en place pour les contrôler et les arrêter. Et il y a aussi la crise économique du Japon dans les années 90 qui va empêcher les jeunes de se procurer des équipements qui coûtent quand même assez cher. Avec l'arrivée des années 2000, on parle carrément de désuétude pour ce mode de vie. Et en 2007, ils ne sont plus que 13 000 à sillonner les routes japonaises sur leurs motos. Bien qu'il reste encore aujourd'hui quand même beaucoup de gangs, plus aucun groupe ne dépasse les 50 individus et ils se sont clairement assagis. En fait, cette évolution, elle a mené à la création des Kyoshakai qui, contrairement aux Bosozoku, vont être composés d'adultes, eux, qui vont reprendre cette culture, les codes, les vêtements, etc., mais qui vont s'éloigner de l'idéologie de base et qui vont agir plutôt dans un cadre légal. Ouais, ça devient plus une contre-culture, quoi, en fait, un peu. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le côté un peu chill des Bosozoku. Du coup, il y a des femmes qui vont pouvoir intégrer. La plupart d'entre elles, c'est des femmes qui étaient sorties avec des Bosozoku dans leur jeunesse et qui sont devenues des motardes à part entière. Ouais. Et peu à peu, Seki ou Shakai, ils vont prendre la place des Bosozoku, qui vont disparaître lentement pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas, je vous en laisse juge. C'est la partie culture pop, on en a parlé un petit peu au début, donc ces Bosozoku, vous en avez sûrement croisé dans pas mal de mangas. Les plus connus sont donc Akira ou Gantz. Et il y a un manga qui leur est consacré, c'est Tokyo Revengers. Tokyo Revengers, ok. Si vous avez envie d'approfondir cette culture-là. Merci beaucoup Manon pour cette chronique étrange. On t'aurait pas attendu parler de motards japonais, mais c'est très très chouette. C'est très... là où on m'attend. Oui, c'est ça, mais c'est ta particularité finalement, c'est être là où on t'attend pas. Un peu comme ces motards fonçant tout droit dans les ruelles de Tokyo, j'imagine. Je les imagine comme ça, avec une musique un peu cyberpunk derrière. C'est ça, avec une musique néon, c'est ça, exactement. Mais c'est intéressant de se rendre compte que t'as vraiment aussi une espèce de contre-culture un peu punk finalement. Enfin, en tout cas, c'est le visuel que j'en ai moi dans ma tête là tout de suite. Aussi au Japon, à peu près dans ces périodes équivalentes aux États-Unis ou au Royaume-Uni. Mais dans tous les cas, c'est intéressant que tu parles un peu de motards, de guerriers ou de trucs comme ça, parce que j'ai un autre yokai à vous narrer, si je puis dire. Je sais pas si ça se dit, mais je vais le dire quand même. C'est un yokai qui est très présent, une fois de plus, dans les arts, la littérature et le théâtre japonais. Ce sont les Oni, ou plutôt Oni, parce que là j'ai fait une lésion, mais du coup O-N-I, Oni. Ça vous dit quelque chose ? Ça me parle un peu. Oui. Ouais. Je pense que c'est parmi ceux qu'on voit le plus dans les mangas, dans la culture populaire. Est-ce que ce sont ceux qui ont des cornes sur le front? Tout à fait, ouais, exactement. C'est ceux qui ont des cornes sur la tête. C'est le démon japonais. Il y a même un emoji Facebook, je crois, de Oni. Il y en a un de Tengu même d'ailleurs. Je crois qu'il y a les deux d'ailleurs en réalité. Donc oui, effectivement, on va parler des Oni. Alors déjà, on va commencer par définir l'étymologie. L'origine du mot Oni dériverait, semble-t-il, de la lecture de On-yomi, qui signifie caché ou dissimulé. Ce qui n'est pas très étonnant, car lorsqu'on cherche l'origine de cette créature, on se rend compte que d'après certaines sources folkloriques, les Oni auraient été à l'origine des esprits ou des dieux causant des désastres, des maladies ou d'autres manifestations très désagréables. Un peu comme n'importe quel yokai finalement, ils sont à la fois tantôt bénéfiques ou tantôt maléfiques. Alors, ça serait finalement par le biais d'un syncrétisme, mais cette fois-ci avec l'hindouisme, que les Oni vont prendre leur apparence actuelle. En effet, il existe dans le folklore hindou des créatures, comme par exemple le Rakshasa et le Yaksha, qui sont des sortes d'ogres très puissants,
Vous pouvez googler Rakshasa, vous verrez que ça ressemble vraiment presque effectivement à un Oni. Et ils sont en fait au service du diabolique Yama, qui est littéralement le roi de l'enfer. Et c'est effectivement intéressant car la figure moderne de l'Oni présente ces mêmes caractéristiques. Une sorte finalement d'ogre / démon, mangeur de chair humaine, semant la terreur là où il va. Leur apparence diverge de source en source, mais ils ont habituellement une forme humanoïde, une taille gigantesque, des griffes acérées, 2 cornes protubérantes poussant sur leur front, des poils ébouriffés, en bref un aspect véritablement hideux. Cependant, leur forme n'est pas totalement définie. Certains détails de leur anatomie varient énormément, comme le nombre d'yeux, de doigts ou d'orteils qu'ils possèdent, ou bien même la couleur de leur peau, qui est cependant généralement quand même rouge, bleu, parfois même vert. Cela dépend finalement beaucoup de la région. Les Onis sont couramment dépeints portant des pagnes de peau de tigre et maniant un gourdin de fer monstrueusement grand appelé le kanabo. Cette représentation découle l'expression Oni ni kanabo, qui veut dire Oni avec un gourdin de fer, c'est-à-dire un être invincible ou imbattable. Elle peut aussi être utilisée dans le sens de fort au-delà de fort, celui qui voit plusieurs de ses habiletés naturelles améliorées grâce à l'utilisation d'un outil. L'Oni c'est quoi? C'est une créature populaire, emblématique du folklore nippon et fait partie des démons les plus craints de la mythologie japonaise, et ils sont les serviteurs de Enmao, le roi des enfers. Ce qui me permet du coup de faire un lien avec Rakshasa, qui est également au service du diabolique Ama, roi des enfers. Ouais, tac tac tac, ça se recoupe. Alors, comment est-ce que naît un Oni? C'est très simple, c'est à partir de l'âme d'un humain, mais un humain vraiment méchant, un bon gros salopard, quoi. Ils servent... Darmanin, par exemple. Exactement, Darmanin va se réincarner en Oni. Mais ça serait presque chouette qu'il se réincarne pas en Oni, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, les Oni servent de garde dans le royaume d'Enma, du coup en enfer, où ils vont punir les méchants, mais ceux qui sont un peu moins méchants que eux. Donc en gros, si on veut que Darmanin soit vraiment puni, il faut qu'il est méchant, il faut qu'il aille en enfer, mais qu'il y ait des gars encore plus méchants que lui qui soient changés en démons pour qu'il le torture pour l'éternité. On y croit. Parce que sinon, c'est lui qui va continuer à torturer des gens pour l'éternité, et ça casse vraiment les couilles quand même. Enfin bref. Ouais, j'avoue. Parfois, il arrive que des humains vraiment mauvais deviennent de leur vivant des Oni, ce qui est très grave car ils se trouvent sur le même plan que les humains, et du coup dans les contes et les légendes, c'est souvent à partir de ce postulat que partent les différentes histoires. À l'inverse finalement de nos sociétés européennes, le Japon, vous l'avez compris, a su garder en son sein de nombreuses traditions vis-à-vis des yokai. C'est le cas avec les Oni. En effet, dans certains villages, se trouvent des cérémonies annuelles pour faire fuir les Oni, particulièrement au début du printemps. Dans le même ordre d'idées, durant le festival Setsubun, les gens vont jeter des graines de soja à l'extérieur de leur maison et s'exclament « Oni wa soto, fuku wa ochi », ce qui veut dire littéralement « Oni sort, la fortune rentre ». Alors, au gré de mes recherches, j'ai trouvé un truc absolument incroyable, c'est un peu du même qu'avec tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est que le festival Setsubun, c'est une fête nationale qui célèbre l'arrivée du printemps le 3 février. Et c'est rigolo parce que le 2 février, pour nous, en Europe, c'est la Chandeleur et c'est la même fête, en fait. Et je trouve ça ouf, voilà. Oh, mais grave. Comment tu dis qu'elle s'appelle, la fête? Setsubun. Ok, c'est noté direct quand je ferai enfin ce truc sur les fêtes. Cool. Ça ira Et... avec la... et je trouve ça vraiment hallucinant, en vrai. Voilà, bref, c'est le même principe que tout à l'heure. Tu te dis, mais waouh. Bon, en même temps, c'est pas non plus aussi anodin, c'est quand même un truc qui est important, le début du printemps, etc. Mais bon, comme la Chandeleur a un lien avec l'ours, mais bon, bref, je m'égare. Et à propos d'ours, parlons des singes. Et en plus, pardon, Oui. petit aparté, mais il y a, enfin, par chez moi, en fait, à cette période-là, la fête de l'ours, en fait. Oui, parce que la Chandeleur, c'est la fête, à la base, c'est la Ouais, fête ouais. de l'ours, normalement. Si je dis pas de conneries, c'est la célébration de la sortie de l'hivernation de l'ours. Ça va être super, cet épisode. On le fera un jour. ce On sera le vachement fera un jour, tout à fait. Donc du coup, je vous parlais de singes, je sais plus pourquoi. Oui, si. En fait, les statues de singes sont réputées pour prémunir contre les Oni. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce qu'en japonais, le mot saru signifie à la fois singe et à la fois partir. Petite anecdote aussi assez rigolote. Le jeu du loup existe au Japon. On sait, le loup pour les enfants, c'est genre, ah, c'est toi le loup, nan. Mais à la place d'un loup, c'est un Oni. Je trouve ça rigolo. Qui est carrément plus badass. Ouais, du coup, ça veut dire que t'es quand même un ogre anthropophage qui torture des gens en enfer, quoi. Le loup, l'Oni, qui est le plus badass, qui est le plus dangereux, hein. Dis-nous dans les commentaires. Plus récemment, les Oni perdent de temps en temps un peu de leur méchanceté originelle, un peu comme le Tengu tout à l'heure, pour jouer un rôle plus protecteur. Ainsi, des hommes en costume d'Oni prennent souvent la tête de parade au Japon pour chasser le malheur, qui personnellement me rappelle une fois de plus certaines fêtes qui peuvent avoir lieu en Europe, avec notamment certains hommes qui se déguisent en Krampus en Allemagne, ou en Autriche. Je vous renvoie à ma chronique sur le Krampus.
Les bâtiments japonais incluent aussi parfois des tuiles avec des visages d'oni, appelés les onigawara, sur leur toit pour éloigner la malchance, encore une fois un peu de façon similaire aux gargouilles dans la tradition occidentale. Ainsi finalement, l'Oni est très présent dans toute la culture populaire nippone, de nombreux mangas, de nombreuses bandes dessinées, animés, etc. Les exemples sont complètement légion, donc du coup je n'en parlerai pas, je vous laisse simplement aller checker de votre côté sur la culture populaire aujourd'hui, mais de fait c'est aussi pour ça que finalement l'Oni est très très connu en Occident grâce à cet export de culture populaire nippone. Et c'est comme ça que se termine cette petite chronique sur les Oni. Voilà, je sais pas s'il faut que je fasse la liaison ou pas, voilà. Et du coup, Les Oni. les Oni, les Oni, je sais pas. Vous me direz en commentaire si c'est moche de dire les Oni, mais voilà, je fais la liaison quand même. Et c'est également comme cela que va s'achever notre épisode spécial Japon. Je vous applaudis tous les deux. Parce que véritablement, vous avez fait un boulot fantastique, je trouve. Oui, mais moi je vais pas m'applaudir moi-même, ça fait un peu genre... Ah non, on peut t'applaudir. Attends, il y a le bouton là. Voilà. Merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. On remercie l'auditrice qui s'est cachée dans le Discord, qui est présente. On espère qu'elle s'est pas endormie de maladie. On la salue bien et on salue tout le monde et on vous dit à la semaine prochaine. Des gros bisous à tous et j'applaudis tout le monde encore une fois. Ouais, bravo. Ciao. Et du coup, ces Hells Angels, ils existent encore aujourd'hui et vous en avez peut-être donc entendu parler à travers les médias ou à travers... Attendez, je vois Maurice Boursol qui attend devant la... Ah, il écoute ce que je dis. Non, pardon. J'attendais devant la porte. Et en fait, il y a une petite vitre et j'étais en mode, ok, il veut me dire un truc et en fait, non, juste il écoute aux portes. Bah, ouvre la porte, qui t'a écouté aux portes. Je vais faire du bruit, donc non. Reprenons. Excusez-moi pour ce petit aparté. Est-ce que vous entendez les coups? Oui, mais c'est pas très grave. Ça fera de l'ambiance. L'ambiance chop. Ah oui, c'est des gros coups quand même qui donnent. Qui est en train de détruire votre cuisine. De massacrer une escalope. Je vais peut-être attendre qu'il y ait. Ok. Non, c'est pas fini. C'est fini.